Essayons de comprendre comment s'exprime l'ADN dans les cellules, mais pas de manière complète, c'est-à-dire sans forcément décrire tous les mécanismes qui sont assez compliqués, ces mécanismes qui passent et que vous verrez dans d'autres cours, à d'autres niveaux d'études, en fait, qui concernent la duplication, donc la réplication que l'on dit semi-conservative de l'ADN, qui précède en général une division cellulaire que l'on appelle la mitose. On peut parler également de méiose, les conditions sont différentes concernant ces deux divisions. Le principe reste le même à la base, mais avec des petites originalités ici et là. Les mécanismes compliqués qui s'appellent également transcription puis traduction. Bon, non, nous ne parlons pas de ça en cycle 4. Non, d'ailleurs, nous ne sommes plus en cycle 4, nous sommes en seconde. Pardon de la petite erreur. Ça vous permet de comprendre que, en fait, le cycle 4, c'est quoi? C'est 5e, 4e, 3e. C'est ce que vous avez fait dans les années précédentes. Et là, vous êtes au lycée, c'est-à-dire vous êtes en seconde. Et à noter qu'en seconde, vous allez devoir choisir assez rapidement votre profession pour plus tard, du moins la voie qui mènera à une certaine profession. Bon, bref, on n'est pas là. Là, on parle de l'expression de l'ADN dans les cellules. On se demande comment l'ADN donc qui est contenu dans des chromosomes, on sait bien que les chromosomes sont constitués par des gènes. Les gènes ont leurs propres allèles. Donc il y a dans la vie, en fait, ce que l'on appelle dans l'existence. La vie, c'est-à-dire aussi bien la faune que la flore, et plus encore. Il existe ce que l'on appelle le polyallélisme. C'est-à-dire que des gènes vont s'exprimer de différentes façons, mais que différentes versions d'un même gène vont permettre différentes expressions. Alors qui se rapporteront plus ou moins toujours au même gène de départ, mais les allèles, en tout cas, s'expriment d'une manière plus ou moins différente. Bon. On n'entre pas dans le détail, vous l'avez compris. Donc là, on cherche à essayer de voir de manière très simple, comme au niveau d'une classe de seconde, par exemple, comment s'exprime l'ADN dans les cellules d'un organisme qui a plusieurs cellules. On dit un organisme pluricellulaire. Alors, nous allons commencer par étudier un exemple de ce que l'on appelle un clonage. En fait, bon, nous n'allons pas citer tous les clonages possibles et imaginables. On sait très bien que le clonage d'un être humain est possible, mais l'éthique ne va pas dans le sens d'un bien-être par rapport à ça, et de toute façon, les lois vont contre cela. Bon. Alors, il ne faut pas rêver, il y a sûrement des endroits où les choses se font, mais bon, là pour l'instant, ça ne concerne que les animaux. Alors, cloner des animaux, c'est possible. Le premier clonage a eu lieu il y a X temps déjà. On se souvient de la brebis, d'Oli, de Marguerite, la vache. Et on peut cloner également des chiens. Là, par exemple, on peut nous montrer sur un document que vous cherchez, un document de votre choix. Vous voyez un chien et puis vous voyez un second chien. Ils sont identiques. Bon, l'un a été cloné. Et il a été cloné comment ? Eh bien, donc c'est une certaine race qui disparaît, qui a presque disparu en fait, et on peut faire en sorte que cette race se développe davantage et en tout cas prenne beaucoup plus d'ampleur que le fait que cette race se soit détruite ou se trouve détruite tout doucement avec le temps. Bon, on pense aux animaux, on pense à des végétaux, des espèces protégées, etc. Bon, dans ce sens-là, le clonage, alors pareil, toujours question éthique, est-ce qu'on peut être contre ou pour? Bon, à réfléchir. En tout cas, toujours est-il que là, un chien a été cloné, et le clonage a très bien marché. Donc, clonage d'un chien, et à partir d'une cellule spécialisée d'une oreille. Voilà, une oreille, ça n'a rien à voir avec une cellule œuf, et pourtant, on a pu, à partir d'une cellule, et on pourrait prendre n'importe quelle cellule, on pourrait la mettre, donc enfin, on verra le mécanisme après, mais on peut faire en sorte que cette cellule donne un nouvel individu. Alors vous allez dire, c'est bizarre, parce que j'ai de la peau, par exemple,
Et sur mes cellules de peau, ça veut dire que je peux obtenir un être vivant. Oui. Bon. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? Essayons de comprendre un petit peu mieux à partir d'un schéma. Alors, juste 30 secondes, le temps que mes documents s'ajustent correctement. Alors, nous allons essayer de voir les étapes qui conduisent à la naissance d'un nouvel être vivant. Donc, on dit qu'il a été cloné. Alors, il nous faut une cellule œuf. Mais, vous savez que la cellule œuf résulte d'une fécondation entre un spermatozoïde et un ovule. Et vous savez que dans l'ovule et dans le spermatozoïde, il y a un noyau. Ce noyau protège le matériel génétique, c'est-à-dire les chromosomes. Les chromosomes sont constitués, entre autres, de molécules d'ADN, acide désoxyribonucléique. Et une certaine portion de cet ADN peut constituer un gène. L'expression de ce gène, selon des mécanismes compliqués dont je vous ai parlé tout à l'heure et nous n'en parlons pas aujourd'hui, donc l'expression de ce gène va donner un certain caractère. Bon. Alors, donc il nous faudrait, puisque je vous disais qu'un spermatozoïde possède des chromosomes, un ovule possède des chromosomes, et la fusion des deux, au cours de la fécondation, rassemble le nombre normal de chromosomes que l'on trouve dans une cellule. Alors, vous vous souvenez, ovule, spermatozoïde, 23 chromosomes, et la fusion des deux vous donne 46 chromosomes. Les chromosomes sont, on dit, homologues, ils vont par paire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont ensemble à chaque fois, mais ils vont par paire, en tout cas. C'est-à-dire que les paires de chromosomes sont pratiquement identiques aux allèles près. Alors, donc vous voyez bien, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que chromosome 23, assemblement 46. Eh bien, ces 46 chromosomes se retrouvent dans n'importe quelle cellule, et de manière identique, ce sont les mêmes, dans n'importe quelle cellule du corps humain. Pourquoi est-ce que ces chromosomes sont identiques? Et pourquoi est-ce que les gènes et les allèles sont identiques dans toutes les cellules de notre corps? Eh bien parce que nous dérivons justement d'une cellule œuf, c'est-à-dire d'une cellule qui résulte de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. La fusion des noyaux donne 46 chromosomes qui seront identiques dans toutes les cellules filles, puisque une cellule œuf va se diviser en deux. Donc deux lots de chromosomes identiques vont être formés suite à ce que l'on appelle la duplication de l'ADN qui a eu lieu avant la division cellulaire que l'on appelle mitose. Et donc la reproduction est conforme. Reproduction de quoi? Reproduction du nombre, donc aussi bien en quantité qu'en qualité, du nombre donc, de chromosomes. Donc le nombre de chromosomes est identique dans les deux cellules filles. Puis ces deux cellules filles vont à leur tour se diviser pour en donner 4 au total. Et ces 4 cellules vont posséder le même programme génétique. Et puis de fil en aiguille, comme ça on arrive à former tout doucement un organisme au cours de l'embryogenèse, puis à la fin de l'embryogenèse, le petit être est tout à fait formé. Après, il n'a plus qu'à grandir. Les organes n'ont plus qu'à grandir. Bon, bref. Donc ça veut dire que si l'on prend n'importe quelle cellule du corps humain, que ce soit de peau, de l'oreille, du nez ou ailleurs, eh bien, si on remplace les 46 chromosomes, alors je parle de l'humain, mais nous ne devons pas le faire. Mais imaginons, on prend les 46 chromosomes de la cellule œuf et on les enlève. Autrement dit, on enlève le noyau. On fait ce que l'on appelle une énucléation. On enlève le noyau. On se retrouve avec quoi? Eh bien, on se retrouve avec un ovule sans noyau puisqu'on l'a enlevé. Et alors, la petite astuce, c'est de prendre
les 46 chromosomes, par exemple, d'une cellule de peau, et vous l'implantez dans l'ovule qui n'a plus que son cytoplasme, mais qui n'a plus de chromosomes. Vous faites en sorte que cette cellule, qui n'est pas vraiment une cellule œuf, parce que c'est une cellule qui ne résulte pas, enfin cette cellule œuf entre guillemets, ne résulte pas de la fusion d'un spermatozoïde et d'un gamète, enfin et d'un ovule, mais bien de l'introduction du matériel génétique d'une autre cellule. Mais entre la cellule œuf et cette cellule quelconque, le matériel génétique est strictement le même. Je vous expliquais pourquoi tout à l'heure. Donc, on se retrouve avec 46 chromosomes dans notre ovule, à la place des 46 chromosomes résultant de la fécondation. Et là, on fait une division. Ensuite, on peut s'arranger pour faire in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, en tube à essai. Donc, il y a des contraintes, évidemment. Hein, bon. Et cette cellule va se diviser en 2, puis en 4, en 8, en 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2056, etc. Et va donner tout doucement un petit être vivant qui ressemblera exactement à la personne qui a donné ses chromosomes à l'ovule. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on fait ça in vitro, où est-ce que l'on met ce petit embryon? Eh bien, on le met par exemple dans une mère porteuse. Ça veut dire que ce petit embryon, avant qu'il ne se forme entièrement, on l'insère. Alors, s'il s'agit de la femme, mais je vous répète, problème d'éthique, il n'y a pas le droit de faire ça. Mais imaginons, seulement imaginons, puisque ça se passe chez les animaux, chez les vaches, chez les brebis, etc., ça marche. Bon, donc imaginons chez la femme. Chez la femme, ça peut marcher aussi. Donc on insère un petit embryon chez une mère porteuse, et puis on obtiendrait le clone de la personne qui a donné ces 46 chromosomes. Alors maintenant, oublions un petit peu ce qui se passe, ce qui pourrait se passer en faisant l'expérience chez la femme. Alors, chez un chien, en fait, c'était une chienne qui était donneuse d'ovules. Alors, il y a des méthodes spéciales pour prélever les ovules chez une chienne, évidemment, bon, c'est pas très compliqué. On prélève un ovule, et dans cet ovule, vous avez compris, on enlève le noyau. On fait ce que l'on appelle une énucléation, c'est-à-dire le fait d'enlever le noyau d'une cellule. Donc on se retrouve avec un ovule, donc un petit truc rond, une cellule ronde, avec juste du cytoplasme et pas de noyau. Donc pas de chromosome. Et ensuite sur une chienne ou un chien, peu importe. Alors vous allez me dire, on prélève l'ovule chez une chienne, on enlève le noyau, et après on prélève une cellule, n'importe laquelle, qui est spécialisée dans une fonction spéciale, par exemple cellule de l'oreille, cellule de peau, n'importe quoi, et on l'introduit dans cet ovule, et vous allez me dire, vous allez me poser la question, vous allez me dire, mais pourquoi c'est un chien ou une chienne? C'est pas pareil, parce que les chromosomes sont XX ou XY. Eh bien, aucune importance. Enfin, les chromosomes sexuels, je veux dire, entre autres. Hein. Donc, il y a 22 paires de chromosomes identiques, et la troisième paire de chromosomes s'appelle la paire de chromosomes sexuels XX ou XY, qui fait qu'on a un mâle ou une femelle chez un chien. Alors, vous allez me dire, donc, qu'on prenne un mâle ou une femelle, c'est pas grave. Qu'on prélève la cellule d'un mâle ou d'une femelle, c'est pas grave. Et alors qu'on a prélevé l'ovule d'une chienne, c'est pas grave, oui, parce qu'on a enlevé le noyau. Donc, comme on veut réintroduire le matériel génétique dans l'ovule qui n'a plus de noyau, on peut prendre un noyau d'une cellule quelconque, d'une chienne ou d'un chien. Donc on met les chromosomes, en fait, on met ce lot de chromosomes spécifiques du chien, donc je ne donne pas le nombre, dans l'espèce humaine c'est 46, soit 23 paires, mais pour le chien c'est différent. Je ne donne pas le nombre, peu importe. On met le noyau dans l'ovule que l'on a énucléé précédemment.
Alors pour ça, évidemment, il faut prendre une cellule au départ, avec ses 46, c'est pas ses 46, mais avec son lot de chromosomes, il faut extraire le noyau et l'implanter dans l'ovule. Donc on se retrouve avec un ovule qui est fécondé, entre autres, mais ce n'est pas vraiment fécondé, mais auquel on a ajouté 46 chromosomes d'une cellule spécialisée, cellule quelconque, qui possède le nombre de chromosomes, le même nombre que celui qu'aurait la cellule œuf. Et alors, ensuite, on s'arrange en laboratoire pour que la première division se fasse. Donc on a une duplication préalable, puis ensuite on a une mitose qui va permettre, à l'issue de cette mitose, donc d'obtenir 2 cellules filles de la cellule mère. Alors, la cellule mère n'existe plus, puisqu'elle s'est divisée en 2. Donc, elle n'existe plus. Mais, elle existe maintenant en double. Puisque vous vous souvenez que je vous ai dit que la reproduction était conforme. Bon. Donc voilà, division cellulaire, on obtient un embryon, alors pas vraiment un embryon, mais c'est plutôt 2 cellules, puis 4 cellules, puis 16, 32, 64, etc. Et ces cellules vont s'organiser pour former des organes au cours de la période que l'on appelle embryogenèse. Genèse, ça veut dire faire, fabriquer. Embryo, ça veut dire embryon. Ça veut dire que l'embryon se forme. Alors chez la femme, c'est pendant 3 mois. Tous les organes se forment, tout se met en place, et en 3 mois, c'est terminé, tout est en place. Après, l'enfant n'a plus qu'à grandir. On l'appelle le fœtus. Donc chez le chien, c'est le même principe. Chez la chienne... Alors, vous allez me dire maintenant, au départ, on avait une chienne, on a pris ses ovules. Ensuite, on a pris un chien ou une chienne, on a pris un noyau quelconque d'une cellule quelconque, on l'a mis dans l'ovule de la chienne de départ. On fait des divisions cellulaires in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Mais comment, que devient ce petit amas de cellules qui est en train de s'organiser? Eh bien, simplement, il faut un être vivant porteur et qui soit de la même espèce que le donneur de chromosomes. Autrement dit, il faut une chaîne porteuse. Ça veut dire que les scientifiques vont insérer ce jeune embryon dans l'utérus de la chienne porteuse. Alors ça peut être n'importe quelle chienne, n'importe laquelle. Et pourquoi pas la chienne donneuse d'ovules? Pourquoi pas? Et on obtient un chiot qui est strictement identique au niveau gène. Alors strictement identique, quand on dit strictement identique, c'est strictement identique. Comme si on parle des vrais jumeaux. Les vrais jumeaux sont semblables. Bon, il y a quelques différences près, évidemment, bon, ça dépend de l'environnement dans lequel on va les faire vivre, ça dépend de plein de choses. Mais globalement, les gènes sont exactement les mêmes, évidemment, parce que c'est l'espèce humaine, c'est l'espèce du chien, et les allèles sont les mêmes puisqu'on a prélevé dans une chienne donneuse de chromosomes un certain nombre de chromosomes qui se retrouvent à l'identique dans l'ovule et donc dans la chienne porteuse qui supporte, entre guillemets, au cours de sa gestation, le développement du futur chiot qui est, je le répète, exactement identique au donneur de chromosomes. Donc il pouvait être soit un chien, soit une chienne dans notre cas. Voilà. Donc, vous voyez que lorsqu'on dit comment s'exprime l'ADN dans les cellules, eh bien là, par rapport à des cours que l'on a fait précédemment et que vous connaissez évidemment, vous êtes en classe de seconde, vous avez quand même eu des cours au cycle 4 et avant également au cycle 3. Donc vous savez très bien que dans les cellules, il y a des chromosomes, que ces chromosomes sont constitués en partie par de l'ADN
et que l'ADN s'exprime d'une manière ou d'une autre. Et là, vous voyez bien que nos 46 chromosomes se sont exprimés pour une certaine partie. Nous verrons qu'il y a des spécialisations de cellules au cours de la formation d'un être vivant, et que même si le matériel génétique est le même, si les gènes et donc les allèles aussi sont les mêmes, eh bien il va y avoir quand même des spécialisations qui vont se faire et dont l'explication se trouvera au niveau de l'ADN. Certains gènes vont s'exprimer, d'autres ne s'exprimeront pas. Si on prend par exemple une cellule cardiaque, sa fonction c'est de faire fonctionner le cœur. Et les cellules cardiaques possèdent les mêmes chromosomes que la cellule œuf de départ. Si on prend une cellule de foie, ou une cellule rénale, ou une cellule musculaire, c'est pareil. Un muscle, ou les reins, on va dire, les reins. Les reins n'ont pas la même fonction que le cœur. Mais pourtant, les reins sont constitués de cellules qui possèdent les mêmes chromosomes, les mêmes gènes, les mêmes allèles que la cellule œuf de départ. Et pourtant, là, vous comprenez que les reins et le cœur n'ont pas la même fonction. Donc ça veut dire que quelque chose va se faire au cours de l'embryogenèse qui va faire que une spécialisation de certaines cellules se fait. Et ça, c'est un des grands mystères de la vie, même si les scientifiques sont capables d'expliquer certaines choses, ça reste quand même assez formidable. La vie est assez extraordinaire quand même. Bon, maintenant, donc on a étudié l'exemple d'un clonage d'un organisme qui nous montre que l'information génétique, donc sous forme d'ADN, sous forme de gènes, d'allèles, s'exprime et peut s'exprimer à l'identique lorsque l'on fait un clonage. Donc là, vous voyez bien qu'on est loin de l'explication des mécanismes que vous verrez dans les études supérieures. Et concernant, je vous ai dit, la réplication semi-conservative, la transcription, la traduction, autrement dit, la biosynthèse des protéines. Bon, maintenant, essayons de relier certaines observations pour comprendre qu'il y a une spécialisation de cellules. Tout à l'heure, je vous ai dit le cœur, les reins. Les deux types de cellules ne sont pas identiques. Elles ont des fonctions différentes, mais possèdent le même patrimoine génétique. Donc ça veut bien dire que certains gènes ne s'expriment pas. Bon. Alors, on va prendre par exemple le pancréas. Le pancréas est un organe un petit peu spécial qui est doué de deux fonctions, à la fois endocrine et exocrine. Endocrine, ça veut dire quoi? Endocrine, ça veut dire que le pancréas va être capable de produire des hormones. Ce sera d'une part de l'insuline, d'autre part du glucagon. Donc le pancréas est capable de produire ces deux types de molécules hormonales. Et pourquoi c'est une hormone? Eh bien parce que ces molécules vont répondre à une définition qui est très simple. Une hormone, c'est une molécule qui est produite par un organe qui va passer dans le sang et qui va aller agir à distance sur un autre organe pour modifier sa fonction. Eh bien, l'insuline va être capable d'avoir un rôle dans ce sens-là, de même que le glucagon. Voilà. Alors, je n'en parlerai pas ici, mais vous savez bien que l'insuline est reliée au glucose, à la quantité de glucose dans le sang. S'il y a trop de glucose, vous imaginez que l'insuline va être produite pour réguler le taux de glucose dans le sang d'une manière ou d'une autre, en faisant en sorte que ce glucose passe dans les cellules, puisque l'insuline aura des récepteurs cellulaires, etc. Mais bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, et que, à l'opposé, s'il n'y a pas assez de sucre dans le sang, eh bien c'est plutôt le glucagon qui va être libéré pour faire en sorte que, entre autres, le foie libère du glucose à partir de réserves de glycogène. C'est-à-dire le glycogène, c'est un assemblage de molécules de glucose reliées les unes aux autres. C'est un stock, comme un stock. Bon.
Bref, donc j'en parle pas trop, mais simplement pour vous dire que le pancréas, on prend cet exemple de pancréas qui a deux types de cellules en fait qui sont spécialisées dans la fonction endocrine, je vous l'ai dit, pour fabriquer des hormones, insuline ou glucagon. Et ce pancréas a également une fonction exocrine. Ça veut dire qu'il va être capable de produire quelque chose qui ne va pas passer dans le sang, mais qui va passer dans le tube digestif. Et cette fonction exocrine, c'est la fabrication d'enzymes pancréatiques qui vont intervenir dans la digestion de certains aliments qui se transformeront de ce fait-là en nutriments, c'est-à-dire molécules très petites, qui alors passeront dans le sang pour être véhiculées dans l'organisme et nourrir l'ensemble des cellules et faire en sorte, entre autres, que de l'énergie soit produite dans l'ensemble des cellules pour que ces cellules puissent vivre. Bon. Alors, une chose un petit peu spéciale, vous allez me dire, mais bon, d'accord, on a compris, le pancréas, il a une fonction exocrine et une fonction endocrine, donc ça veut dire que les cellules du pancréas ou certaines cellules vont être spécialisées. Eh bien oui, spécialisées soit dans la fabrication d'hormones, soit dans la fabrication d'enzymes digestives. Alors il y a une petite subtilité, c'est qu'on peut utiliser des anticorps. C'est quoi les anticorps? Eh bien là on parle de système immunitaire. C'est une molécule qui est capable de se fixer de manière spécifique sur une autre molécule dont la forme est complémentaire. Bon, c'est aussi simple que ça. Bon. Maintenant, ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple en fait. Donc on peut utiliser des anticorps qui vont se fixer de manière spécifique sur les hormones pancréatiques. Donc ça peut être insuline ou glucagon. Et cet anticorps peut rendre visibles ces hormones. Donc vous avez compris que des cellules pancréatiques vont produire des hormones, insuline, glucagon, et on va pouvoir fixer des anticorps sur l'une et ou sur l'autre pour rendre visible cette hormone. Alors vous allez me dire, mais comment on peut rendre visible? C'est un petit peu comme une petite lumière que vous accrochez à une molécule. On va regarder au microscope, puis on va apercevoir des choses. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, l'image est tentante. Donc, si on arrive à rendre visibles les molécules grâce à l'anticorps qui est fixé dessus, ça veut dire qu'on peut localiser l'hormone dans un tissu. Et c'est quoi un tissu? Eh bien, c'est un ensemble de cellules qui ont la même fonction. Donc, par exemple, le pancréas possède deux types de cellules. Les cellules qui vont avoir une fonction hormonale forment un tissu qui a un rôle bien précis. Les cellules qui vont fabriquer des enzymes pancréatiques digestives et qui formeront un autre tissu, donc un ensemble de cellules, donc deux ensembles de cellules ici vont avoir la même fonction. Alors on peut parler de tissu général du pancréas en séparant un petit peu les deux. Bon. C'est une technique qui va permettre de visualiser et de localiser ces molécules. On parle d'immunohistochimie. Histo, ça veut dire, histologie, c'est l'étude des cellules, en gros, quoi. La cytologie, l'histologie, étude des tissus, des cellules. Cytologie, plutôt étude des cellules. Bon. Immuno, ça veut dire qu'on fait intervenir le système immunitaire et on fait intervenir la chimie, c'est-à-dire les molécules, en fait, des fonctions chimiques un petit peu spéciales qui vont faire en sorte que les anticorps vont pouvoir être fixés sur des hormones. Donc c'est un petit peu de chimie, c'est un petit peu du bricolage chimique. Et après, dans ces tissus, on fait des choses. Donc immuno, pour le système immunitaire, anticorps, évidemment, on a compris. Histo dans le tissu et chimie, voilà. Bon, vous avez compris, c'est un mot qui paraît compliqué, mais en fait c'est simple. Donc immunohistochimie. Pour cela, on incube une coupe de tissu en présence de l'anticorps souhaité. Alors incuber, ça veut dire on met une certaine température, par exemple, dans un endroit qui est plus ou moins chaud. Parce qu'il faut que les cellules, en fait, soient à une température optimale
Par exemple, nos cellules du corps, nous, c'est 37 degrés à peu près. Bon. Puis après traitements spéciaux et spécifiques, on réalise des observations au microscope. Alors, donc on fait cette petite expérience et puis ensuite on regarde, on essaie de localiser les choses. Quelles choses? C'est-à-dire les cellules. Alors on a dit tout à l'heure, il y a des cellules qui produisent de l'insuline et d'autres qui produisent du glucagon. Essayons de localiser déjà l'insuline. Donc on essaie de localiser des cellules qui vont produire l'hormone insuline dans le tissu pancréatique. Alors, ces cellules qui produisent l'insuline sont appelées des cellules bêta. Cellules bêta. Et on s'aperçoit qu'elles sont colorées en brun grâce à l'anticorps. Et là, vous voyez qu'on n'est pas dans l'espèce de petite lumière, mais on est dans une coloration brune. Ça veut dire que l'anticorps a permis une coloration brune. Donc, ces cellules, que l'on appelle cellules bêta, sont colorées en brun parce que le gène qui commande la production de l'insuline y est exprimé. Voilà, donc vous avez compris que là où il y a du brun, il y a les cellules bêta, et dans ces cellules bêta, il y a un noyau, il y a des chromosomes, et quelque part dans ces chromosomes, il y a un gène qui s'exprime pour donner une hormone que l'on appelle de l'insuline, qui ensuite, alors son rôle ensuite sera de passer dans le sang pour aller agir à distance sur d'autres cellules. L'insuline va se fixer sur certaines cellules et ça va permettre l'entrée du glucose dans la cellule et donc après le métabolisme du glucose, entre autres pour la respiration cellulaire. Voilà, donc tout à l'heure on avait dit dans le clonage, c'est un ensemble de chromosomes qui s'expriment d'une manière précise pour donner un chien précis, qui sera à l'identique du donneur. Là c'est un petit peu différent, on se situe au sein d'un tissu pancréatique et on a mis en évidence des cellules qui produisent, donc des cellules bêta, qui produisent de l'insuline, en les marquant, ces cellules, avec un anticorps spécifique de ces cellules, en fait, et qui font apparaître ces cellules en brun. Et là, on a bien localisé, en fait, les cellules bêta. Pourquoi? Parce que elles se colorent, voilà. Et on sait qu'à l'intérieur, il y a le gène qui permet l'expression, enfin, dont l'expression permet la formation de l'insuline. Ensuite, un peu selon le même raisonnement, en fait, on fait un petit peu la même chose, mais de manière spécifique. Il faudrait un autre anticorps, en fait, localisation des cellules qui vont produire cette fois-ci du glucagon. Donc le glucagon, qui a un autre rôle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celui de faire en sorte que, par exemple, le foie libère du glucose dans le sang si on est en hypoglycémie, par exemple. Alors que l'insuline, est une hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire qui fait diminuer le taux de sucre, de glucose dans le sang. Le glucagon, c'est le contraire. Il n'y a pas assez de sucre dans le sang, il faut que le foie en libère pour en remettre dans le sang, pour qu'ensuite les cellules puissent l'utiliser, ce glucose. Bon. Après, il y a une action, il y a une régulation qui se fait entre la quantité d'insuline produite et de glucagon produit, qu'on appelle l'homéostase glycémique. Bon, ça fait partie d'un mécanisme assez compliqué, dont je ne parlerai pas ici. Donc là, on a localisé des cellules qui vont produire du glucagon dans le tissu, qui produit également, mais ce ne sont pas les mêmes cellules, donc qui produit également de l'insuline. Les cellules sont appelées des cellules alpha. Elles sont colorées en brun, car le gène qui commande la production de glucagon y est exprimé. Donc même principe. Tout à l'heure, je vous ai dit localisation en brun des cellules bêta. Dans ces cellules, il y a un noyau. Dans le noyau, il y a des chromosomes. Et parmi ces chromosomes, quelque part dans ces chromosomes, il y a un gène qui s'exprime pour donner de l'insuline. Mais là, c'est pareil.
Dans les cellules alpha, qui sont différentes, il y a pour chaque cellule un noyau, les chromosomes, et quelque part dans ces chromosomes, un autre gène, donc différent de celui qui donne de l'insuline, un autre gène, quelque part sur les chromosomes, qui va s'exprimer pour donner une hormone que l'on appelle le glucagon. Voilà. Voilà un petit peu comment on a présenté les choses, comment on a essayé de parler de l'expression de l'ADN dans les cellules. On a essayé de comprendre comment l'ADN s'exprime dans différentes cellules d'un organisme pluricellulaire, sachant qu'on peut cloner des animaux grâce à l'expression de l'ensemble des allèles fonctionnels, des gènes fonctionnels, pour donner un être vivant identique. Donc on peut faire des clones en fait. Et si on se place au niveau d'un tissu spécial, on peut localiser différentes cellules, localiser l'endroit, enfin pas forcément l'endroit, mais déduire qu'à partir de ces cellules, donc des substances sont produites et que donc il y a entre autres, enfin, en gros, on peut dire qu'il y a ce que l'on appelle une spécialisation. Voilà, le cours est terminé. Merci.